parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis, que l'on peut écouter sur gilesparent.com, sur Spotify, sur Google Podcasts, Balado de Apple, le canal YouTube. Aussi, ne manquez pas de télécharger l'application Parents et Amis sans frais sur le Apple Store. Il est professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa, auteur, conférencier et chercheur. Bonjour Luc Dupont, comment ça va? Bonjour Gilles, ça va très bien, toi? Oui, très bien, merci. Très content de te parler. On a un sujet, je dirais, exceptionnel. Oui, et qui peut difficilement être plus dans l'actualité. On va se parler d'un personnage, je pense, fascinant. Si on se parle de voiture électrique, c'est essentiellement, je pense, à cause de lui. Il n'est pas le fondateur de Tesla, je le précise d'entrée de jeu, mais je me suis déjà enfargé dans des documentaires dans lesquels les deux ingénieurs à l'origine de Tesla prenaient la parole. Puis je vais t'annoncer quelque chose, Gilles. Oh! Si ces deux personnes-là étaient toujours à la tête de Tesla, toi et moi, on n'aurait jamais entendu parler de Tesla. Donc, parler d'Elon Musk, ben, c'est prendre le personnage comme il est. On va essayer de le découvrir, de le comprendre. C'est ça que je veux savoir. C'est ça que je veux savoir avec toi, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça, parce que c'est l'homme le plus riche au monde. C'est l'homme qui vient de mettre la main sur un des réseaux sociaux les plus médias qui existent, les plus critiques, les plus critiqués peut-être, mais les plus en lien avec les décideurs, les politiques. Fait que c'est vraiment majeur. Il sort une grosse bébite de la bourse, puis il l'amène chez eux seuls, donc privément. C'est assez. En fait, je dirais, c'est plus qu'insoupçonné, c'était presque inimaginable qu'il achète Twitter. Cette acquisition-là à hauteur du 2/3, donc 44 milliards US, 2/3 les sous d'Elon Musk, 1/3 les sous des investisseurs, ce qui me fait dire aussi qu'il aura une obligation de résultat, je te le précise, parce que lui a initialement annoncé que c'était pas son intention de rentabiliser les opérations, là, que son objectif, c'est plutôt de créer une espèce de grand carrefour, une place publique de la liberté d'expression, mais quand tu mets 44 milliards de dollars sur la table, généralement, tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va cogner à la porte en disant où sont mes sous? Est-ce que ce seront les investisseurs? Est-ce que ce seront aussi, bon, peut-être même les investisseurs du côté de Tesla, parce que tu devines que pour générer ces sous-là, il faudra vendre des actions, ou en tout cas, il faudra aller chercher les sous ailleurs. Alors ça, la nature horreur du vide, là, rien ne se crée, rien ne se perd. Puis sur ce plan-là, il sera certainement obligé de prendre un certain nombre de gestes, de poser un certain nombre de gestes clés. Mais au-delà de ça, c'est un personnage qui est absolument fascinant. On parlait de voiture d'entrée de jeu. Ben il y a du Henry Ford dans Elon Musk. Il y a du Howard Hughes. Une espèce de gars un peu étrange, bizarre, imprévisible. Hughes avait ses petites manies. D'ailleurs, Elon Musk a avoué durant une émission de télévision il y a quelque temps déjà qu'il souffrait du syndrome d'Asperger. Une forme d'autisme, effectivement. Oui, exact. Et donc, il a aussi du Steve Jobs. Je pense que c'est. Ben, concrètement, ce serait notre Steve Jobs. Puis les plus méchants diraient qu'il a aussi un petit peu de P.T. Barnum. Donc, c'est un gars qui est bon pour le show. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut voir la couverture dans les médias depuis qu'il a annoncé qu'il achetait Twitter pour s'en convaincre, là, pour ceux qui en douteraient. Alors, c'est un libre penseur, si on veut simplifier tout ça. Et je crois aussi que. Il y a plusieurs personnes qui, là-dessus, semble-t-il, ne pas très bien comprendre le personnage. Si on s'en remet simplement à ses tweets, là, parfois, on peut avoir l'impression que des fois, il déraille. Hein? Je pense qu'on l'a vu il y a quelques jours. Là, il parlait de Bill Gates et puis il s'est moqué de son physique. Ça, c'est pas nécessaire. Non. Quand tu vaux 200 quelques milliards de dollars, tu n'as pas besoin de faire ça. Remarque qu'ils ont à l'interne, lui et Gates, donc Elon Musk et Bill Gates, et Jeff Bezos aussi. Là, c'est des batailles de milliardaires aussi. Hein? C'est des batailles parfois qui peuvent nous échapper un petit peu. Ils ont de drôles de réflexes, de drôles d'habitudes également. Je te dis ça, bon, je voyais Washington Post qui disait c'est pas une bonne idée que des milliardaires achètent des médias. Bon, en oubliant de nous dire que le Washington Post est possédé par Jeff Bezos. Tu vois-tu un peu l'idée? Parfois, c'est un peu étrange. Alors, sur ce plan-là, ils ont des petites chicanes qui parfois nous échappent, mais au-delà de ça, c'est un personnage qui est excessif, qui est fascinant. Tu t'es peut-être déjà enfargé dans ses podcasts lorsqu'il a rencontré Joe Rogan. Ben oui. Et je dois dire, juste écouter ça, là, quand vous
avez une fin de semaine pluvieuse, là, un dimanche après-midi, puis vous dites, j'aurais le goût Et ça s'écoute très, très bien. Mais celui où il avait fumé un joint, il peut dire que ça fait, je pense, une des plus grosses écoutes de Joe Rogan dans les 5 dernières années. Oui, et depuis, évidemment, sans surprise, l'annonce de l'achat de Twitter, il y a des gens qui réclament cette entrevue-là. On veut savoir ce qu'il va faire avec Twitter. Il y a certainement des changements dont on pourra parler oui, c'est sûr. éventuellement. Mais il faudrait peut-être... Allons voir d'où il vient. C'est qui ce gars-là? C'est comme disait Simoneau. Hein. Mais c'est qui ce gars-là, Luc? Oui, effectivement. C'est qui? Que de beaux souvenirs. C'est une très belle introduction, j'aime bien. Alors, c'est originaire d'Afrique du Sud. Alors, il grandit dans une famille là-bas. Il grandit dans une famille, c'est important de le mentionner d'entrée de jeu, où règne la violence. Alors, c'est un père, il va dire souvent, même dans des entrevues, en particulier avec Joe Rogan, mais dans d'autres entrevues aussi, qu'il a grandi dans une famille sur ce plan-là là, qui était absolument, c'était monstrueux, ce que son père pouvait faire. Bon, éventuellement, il est disparu et il va nous raconter, et lui étant Elon Musk, que c'était pas si mal finalement à la fin que son père quitte. Le problème, c'est que rendu à l'école, ça s'est poursuivi, la violence. Et c'était tantôt la violence du côté de la mère, donc la mère d'Elon Musk. Oui. Et dans le cas de Elon Musk, à l'école, il a 5-6 ans et il raconte comment, comme ça, il se fait absolument brasser. Et là, soudainement, alors il dit, est-ce que c'est 5 ans, est-ce que c'est 6 ans? À un moment donné, c'est comme si ma tête explose sur le plan des idées. OK. Alors, il s'enfarge dans des comic books, il lit des livres, il prétend passer parfois une dizaine d'heures par jour à lire, essayer de comprendre les choses. Et lentement, mais sûrement, il va développer une capacité à programmer des ordinateurs. Alors, il a 10 ans et il réalise ses premiers jeux. 10 ans, Luc? Oui, OK, 10 ans. programmer les ordinateurs à 10 ans, quand même. Oui, c'est Ça explique un peu ce qui s'en vient après. Oui, alors on lui a donné un Commodore, qui était le... Commodore 64? Oui, mais incapable de faire quelque chose avec ça, il fallait être pas mal brillant. J'ai souvenir, je connais quelqu'un qui avait un Commodore à Québec, je pourrais le nommer et le taquiner un peu, je ne le ferai pas, mais je me souviens que faire quelque chose avec ça, il fallait que tu sois pas si mal. Alors il commence comme ça à créer des jeux vidéo et il va vendre son premier programme à 13 ans. Et on va lui donner pour ce travail-là 500 dollars. Il va dire que c'est une somme qu'il trouve absolument importante, remarquable. Il dit à l'époque, dans ma tête, 500 dollars, c'est le top du top. Oui, parce qu'au bout de pas, comparé à les enfants de son âge, passer le journal, ça donnait, mettons, 7 piastres, là. Comprends-tu que 500, toute chose étant relative, Luc, ça peut s'expliquer. C'est une bonne somme, effectivement. Moi, j'ai souvenir de passer les circulaires dans le temps, le samedi et le dimanche. Et pour 2 jours, c'était 15 pour la journée, les 2 jours au complet. T'as pas très payé de l'heure, hein, d'accord, là, que ça allait assez bien? Non, effectivement. Alors, dans son cas, de recevoir comme ça 500 c'est une somme fameuse. Et c'est là où la maman, pour essayer de refaire un petit peu la vie de chacun d'entre eux, là, parce qu'il a un frère et une sœur et un frère plutôt. Oui, et c'est là où, donc, comme la mère est d'origine canadienne, il décide de demander d'émigrer au Canada. Alors, momentanément, il va se retrouver au Canada, mais l'objectif ultime, dès le départ, il va le dire, c'est Silicon Valley. Alors, dans sa tête, vois-tu comment très, très tôt, il y a une cible et c'est ça que je veux faire. Et pour faire ça, ça me demande éventuellement de me déplacer à Silicon Valley. Alors, il va faire comme ça 2-3 petits détours. Il va étudier à Pennsylvania University en économie et en physique. Et après ça, il va être admis à Stanford. Mais ce qui est particulier dans le cas de Stanford, c'est qu'il va rester là 2 jours. Ben voyons. Oui. Et là, encore une fois, toujours une question d'objectif, une question d'idéaux. Et c'est quelque chose qui va l'animer tout au long de sa carrière. C'est assez fascinant de voir qu'à un moment donné, il va te parler de quelque chose, puis éventuellement, il va passer à l'action. Parenthèse, soit dit en passant, dans le cas de Twitter, en 2017, il avait dit à un moment donné dans un tweet, « J'adore, I love Twitter ». Quelqu'un lui avait dit, « Mais pourquoi tu ne l'achètes pas ?» Il lui avait répondu du tac au tac, « Ah tiens, quelle bonne idée! » Alors, tu vois que ça a repris 5 ans pour passer à l'action. Mais dans ce cas-ci, j'y reviens, son rêve, c'est de travailler chez Netscape. Ce qui était à l'époque, effectivement, un incontournable. Alors, il va envoyer son CV là, comme le veut la coutume, et Netscape ne lui répond pas. Et c'est à ce moment-là qu'il a une autre de ses bonnes idées. Il se souvient qu'il avait déjà vendu un programme à 13 ans pour 500 $. Il se dit, pourquoi je ne créerais pas quelque chose? Pourquoi j'en ferais pas un autre programme? Un autre Netscape. Oui.
Et ça, c'est sa première entreprise. Si tu la veux, la Et toute là, là. première, qui va s'appeler en 1995 Zip2, Zip, donc ZIP2. Alors, OK. qu'est-ce que c'est essentiellement pour faire une histoire super simple? C'est un programme qui permet de faire une version digitale de contenu imprimé. Super utile Ben dans ce oui. temps-là, Ben là, oui. parce que c'est le bottin téléphonique. C'est les journaux, New York Times. Alors, tu as la version papier, tu voudrais avoir la version digitale. Alors, c'est ça qu'il a créé. Et il va vendre cette entreprise-là en 1999 pour 300 millions de dollars. OK. Là, Et le petit lui, cochon du début, là, il oui, est plus assez grand, là. alors c'est fameux. Et ça lui donne un coup de main remarquable parce que du côté de ses études, Pennsylvania University, je te rappelle précédemment, il était endetté à hauteur de 100 000 dollars. Ce qui Hum. est une somme, dans ce cas-ci, là aussi, on va s'entendre, colossale quand tu es au début de la vingtaine et que tu dois 100 000 dollars US dans ce cas-ci. Et c'est là qu'il va raconter qu'il va travailler au bureau. Il n'a pas de chez soi, donc il dort au bureau et il se douche au YMCA. C'est malade, hein? Oh Et oui. là, on parle de l'homme le plus riche de la planète Terre, mais qui à ce moment-là, comme bien d'autres, a des débuts qui sont, somme toute, relativement humbles. Tu me diras 300 millions de dollars. Alors, dans son cas, lui, il va C'est un genre cacher. de nerd, là, Oui, c'est-à-dire qui focus uniquement sur la création, de ce que je comprends, oui, là, à ce moment-là. oui, il est fascinant, là, dessus. Alors, lui, il va, personnellement, là, sa part du butin, c'est 22 millions de dollars. Et c'est avec ce 22 millions de dollars-là qu'il va lancer une entreprise en 1999 qui va s'appeler X.com. Alors, X.com, ben, pour les initiés ou les non-initiés, dans ce cas-ci, je dirais plutôt, c'est ce qui va devenir éventuellement PayPal. Donc, X.com, ne partez pas en peur, c'est pas un site porno, là. Non, non, effectivement, ça n'a absolument rien à voir. Et ça va être vendu de mémoire 1,5 milliard de dollars. Alors, il va encore faire un autre moton d'argent. Et dans ce cas-ci, pour la petite histoire, il ne veut pas vendre PayPal. Oh, Alors, ce qu'il dit, c'est, vous n'avez rien vu encore du côté du paiement électronique, là, à distance. L'argent, mettons, numérique ou digital, comme on l'appellerait parfois, là, le fric numérique, vous n'avez rien vu encore de ce que ça risque de devenir. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas majoritaire au sein de l'entreprise OK. et qu'il y en a d'autres qui veulent, encore là, qui veulent cacher, donc qui veulent faire de l'argent. Alors, il n'y a pas le choix de vente, mais il va dire, encore aujourd'hui, il te le dirait, je ne voulais pas vendre. J'aurais pu continuer ici, il y avait plein de choses à faire. D'autant plus que momentanément, durant un voyage, parce que c'est un gars qui ne prend jamais de vacances. Alors ça, c'est un autre aspect qui est assez fascinant. Tu parlais tantôt de tout l'aspect créatif, Gilles. Hum? Comment il est focusé en fait, sur ses objectifs, puis c'est très, très clair dans son esprit. Alors, il va momentanément, euh, en fait, un moment après son mariage, il va dire, ben, peut-être qu'on aurait dû faire un voyage de noces. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée de le faire là, bientôt. Et c'est là qu'en revenant, il va avoir une prise 1 dans ce cas-ci, puis une prise 2, là, mais en revenant de son voyage de noces, de son court voyage de noces, il va s'apercevoir où il va apprendre que les gens de PayPal l'ont mis dehors. Bon, Oh, éventuellement, OK, il avait vendu, mais il était encore employé, dans en le fait, fond. c'est ça, à ce moment-là, il n'avait pas vendu, on l'avait littéralement tassé, Oh, OK. mais il va forcer le jeu, puis il va réussir à revenir par la suite. Et c'est avec cet argent-là, l'argent de PayPal, entre autres, qu'éventuellement, il va investir dans Tesla. Parce que je te rappelle qu'il n'est pas l'inventeur ou le créateur de Tesla. Dans ce cas-ci, il s'agit de Ni deux, même du nom, Luc? ni même du nom, OK, OK. effectivement. Et ce sont deux ingénieurs qui sont à la tête de cette entreprise-là qui, à un moment donné, vont éprouver des problèmes financiers. Et c'est à ce moment-là que ce qu'on appelle communément le chevalier blanc, là, le White Knight, c'est dans ce cas-ci Elon Musk qui va se présenter, qui va prendre une première participation, puis éventuellement en 2008, qui va littéralement sauver l'entreprise. On est dans la séquence là, de ce qu'on va appeler les subprimes en 2008, tu te Ben souviens, là, oui, oui. une récession L'écrasement assez du- importante, ouais. la bulle, oui, spéculative ou financière, dans ce cas-ci, je dirais, quoique dans ce cas-ci, et financière et spéculative. Et c'est là qu'il va littéralement sauver les meubles avec ses sous à lui qui vont permettre à l'entreprise de survivre.
Est-ce que lui, dans le fond, Elon Musk, pour le grand public, là, on parle de Twitter, mais dans le fond, on l'a connu plus par Tesla, l'influence. Puis là, aujourd'hui, ceux qui nous entendent, ceux qui nous écoutent, comprennent que c'est pas lui qui a inventé ça, mais on peut pas imaginer, compte tenu du talent débordant, de la vision, du côté de travailleur acharné, qu'il n'y ait pas eu une influence majeure sur le concept de Tesla. J'imagine que dans des meetings, ça se peut quasiment pas. En tout cas, moi je le pense, là, mais j'ai hâte de voir ce que tu vas me répondre, mais est-ce que ça ne peut pas être juste un apport financier. Il faut qu'il y ait Elon Musk. Et comme il n'est pas un gars d'auto, comme il n'est pas un gars du monde de l'auto, le fameux Think Outside the Box, d'après moi, il y a eu une influence aussi sur la création de cette voiture fantastique, sans beaucoup de défauts. Est-ce que c'est le cas? Oui, et au-delà de ça, ben, c'est toute l'analyse marketing derrière ça. J'ai souvenir d'une entrevue qu'on avait faite, toi et moi, il y a quelques années déjà, sur Tesla, Ouais. dans les premiers instants, en tout cas, de ce que j'appellerais la face observable de Tesla au Québec et à Québec. Rappelons-nous, pour faire une histoire hyper courte ici, c'est qu'il identifie, et là je parle d'Elon Musk, très rapidement, les défauts de la voiture électrique. Le premier défaut, c'est elles sont laides, soyons francs. Elles étaient jusqu'à ce moment-là particulièrement laides, donc elles n'ont pas de style. Sur le plan de la performance, c'est zéro puis une barre. Et sur le plan de l'autonomie, ben, si tu peux te déplacer à hauteur de 100-150 km, tu ne peux pas faire grand-chose avec une voiture. Si, Dans le fond, la référence à l'époque, pour parler vrai, c'était la Toyota Prius, qui était oui, tout sauf belle. oui, effectivement, et tout sauf tout le reste. Alors lui, il a ce raisonnement-là, il dit, ben, si on veut passer l'épreuve du temps, et vendre la voiture électrique, avec l'importance aussi qu'on connaît, réchauffement climatique, les menaces environnementales et Ben tout oui. ça. Pour qui, d'ailleurs, Elon Musk va dire ça, c'est un de nos deux dossiers importants. L'autre, c'est l'intelligence artificielle. On y reviendra tantôt. Mais dans le cas de la voiture électrique, il dit, il faudrait peut-être s'intéresser au style de la voiture. Donc, essayons de faire des voitures qui soient élégantes, qui soient stylisées, qui soient attrayantes. Deux, il va dire, ben, il faut de la performance. Quand je suis au feu rouge, là, est-ce que je suis capable, je vois la Porsche à côté, là. Il faudrait que je sois capable de faire quelque chose d'à peu près similaire. Sinon, ben, il va faire rire de moi. Puis trois, ben, c'est toute la question de l'autonomie. Alors, ce sont ces trois étapes clés-là. Et puis, il a revu ça. Il a eu ce génie-là. Sans surprise, les deux ingénieurs à l'origine de Tesla, bon, lorsqu'ils en parlent maintenant, ils vont dire que c'est un gars qui n'est pas facile. C'est un gars avec qui ils étaient rarement en accord. Tu auras compris aussi qu'à partir du moment où il prend une première participation, je parle d'Elon Musk ici, il va être éventuellement capable graduellement de tasser les ingénieurs. Alors, les ingénieurs en question, ben, c'est leur bébé, Tesla, n'est-ce pas? Mais encore une fois, je me répète, et c'est pour ça que le petit côté P.T. Barnum d'Elon Musk est tellement important. Si ce sont ces deux ingénieurs-là qui sont toujours à la tête de Tesla, je suis convaincu qu'on ne s'en parle pas aujourd'hui. Et le changement ne serait pas venu non plus ni de Détroit ni de Tokyo, parce que dans l'histoire humaine, des gens qui faisaient partie de l'establishment, alors je parle de l'establishment automobile de Détroit et de Tokyo ici, et qui ont dit, sais-tu quoi, je ne veux plus faire partie de l'establishment. C'est jamais arrivé, Gilles, parce que vient avec l'establishment tellement de privilèges. Hein? Il n'y a personne qui dit, je ne veux plus faire partie de l'establishment. C'est quelque chose qui m'embête profondément d'avoir des passe-droits constants. Alors lui, ben, c'est la Californie. Hein? Lui, c'est Palo Alto. Lui, c'est Silicon Valley. C'est tout ça. Alors, ce changement-là, au fond, il ne pouvait pas venir de Détroit. Puis ne serait-ce que sur le travail, ça deviendrait difficile parce que, je rappelle, pour faire une histoire encore là extrêmement courte, mais fabriquer une voiture électrique, c'est plus facile et c'est plus simple que fabriquer une voiture à moteur, à combustion. Et sur ce plan-là, ben, ça veut dire que si Ford décide de fabriquer des voitures électriques, il faut revoir complètement les usines, la gestion du travail. Et ça, ben, c'est les syndicats aussi, Gilles. Vois-tu comment ça devient très rapidement très compliqué? Parce que là, soudainement, tu dis, on va en faire des voitures électriques, mais on va remercier la moitié de notre personnel. Et bien là, ces gens-là vont te regarder et ils vont dire, attends un petit peu, ça marche pas comme ça, c'est pas aussi, ça peut pas être aussi facile que ça. Alors, c'est pour ça que sur ce plan-là, il a complètement transformé le monde de l'automobile. Et dans ce cas-ci, assurément pour le meilleur, même si pour avoir déjà conduit une Tesla. Est-ce que tu as conduit une Tesla, Gilles? Il y en a dans ma famille qui en ont. Je ne l'ai pas conduit. Je suis embarqué dans une Tesla, mais je ne l'ai pas conduit. Je vais être franc avec toi, je ne peux pas dire que c'est une voiture qui m'a procuré du plaisir sur le plan de la conduite automobile. Ce que j'ai noté, c'est les accélérations assez impressionnantes. Là. Oui. Le silence et les accélérations importantes.
l'autre question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que c'est une voiture, est-ce que c'est un ordinateur avec 4 pneus? Bon, il y a plein de choses qu'on peut se poser comme question, et c'est une autre manière aussi de conduire, hein. Avec une voiture à combustion, donc à essence, ben, généralement, tu accélères, puis pas très loin du feu de circulation. Lorsqu'il est rouge, ben là, tu commences à freiner. Dans le cas de la Tesla, ben, tu ne vas pas nécessairement freiner, tu vas laisser rouler un petit peu la voiture. Vois-tu un petit peu? C'est une autre façon de Mhm. peut-être faire Mais faire les choses. En même temps, ben, c'est spectaculaire parce que voici quelqu'un qui nous a dit un bon matin, un jour, on aura des voitures sans pilote, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de tenir le volant dans nos mains. Et moi, je me souviens très, très bien de gens qui, au Québec, entre autres, ont dit c'est impossible, c'est une chimère, c'est complètement fou. Et puis là, on est absolument rendu là. Et en entrevue récemment, il disait mon prochain objectif dans le cas de la Tesla, c'est être capable de jouer aux jeux vidéo dans la voiture. Alors, il a identifié toute une série de jeux qu'il veut rendre disponibles sur l'écran tactile de la Tesla. on comprend que. Mais je veux revenir juste un petit peu sur l'explication que tu as donnée, fort intéressante et fascinante de l'aventure Tesla. Mais ce qui m'a frappé quand tu l'as mentionné au début, c'est la similitude avec le discours de Steve Jobs quand il parlait à ses ouailles, quand il devait créer le plus désirable des téléphones, le plus pratique, le plus beau et le plus efficace. Quand Musk parle de Tesla, il dit elle doit être désirable, elle doit être belle, elle doit être efficace, puis elle doit être meilleure que les autres, dans le fond. Oui, Ça ressemble beaucoup. Tu ne vois pas de similitude entre Jobs et oui, beaucoup. Musk? Hein? Beaucoup, absolument. Et c'est pour ça que d'entrée de jeu, c'est le sentiment que j'avais quand je commence à gratter un petit peu. Ouais. Il est tout ça. Il est Ford, il est Howard Hughes, il est Steve Jobs. Il est aussi pété par nom, il faut le reconnaître. J'ai souvenir, par exemple, à un moment donné, lorsqu'il présente son premier véhicule, là, appelons ça un 4x4, là, en fait, un pick-up, tiens, plutôt. Ouais. Et qu'il dit, ben écoutez, les fenêtres sont indestructibles. Et puis là, il se surprend à lancer quelque chose dans la fenêtre et badang, ça explose. Et puis là, on le sent visiblement un peu étonné et surpris. Désarçonné. En tout cas, oui. En tout cas, si c'était organisé avec le gars des vues, c'était très, très bien fait. Et là, ce qu'il va dire, attendez un petit peu, on va se reprendre une deuxième fois parce que là, probablement, j'ai posé un geste inhabituel ou j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Et puis là, il relance un objet dans la fenêtre d'à côté. Et puis, badang, ça explose une deuxième fois. Ben, il y a beaucoup de gens qui, à ce moment-là, là, se seraient avoués vaincus. Alors que lui, ben, soudainement, il va dire non, il va sourire, il va en faire des blagues. Il y a toutes ces petits pas de danse aussi. Je ne sais pas si tu le vois danser un peu, là. Quand il se met à danser, j'avoue, je trouve ça très, très bon quand il fait ça. Je trouve ça très drôle. Récemment aussi, tu l'as peut-être vu lancer l'usine en Allemagne. Avec son chapeau de cow-boy. Je sais pas si. Non, mais il y a un côté bouffon. Et je Oui. pense qu'il s'en cache pas, là. C'est ça. Et ça va avec le personnage. Remarque encore une fois qu'à 200 quelques milliards de dollars, tu peux faire 2 ou 3 blagues. C'est un petit peu plus facile d'être amusant aussi, mais tu vas aussi nécessairement avoir beaucoup, beaucoup de critiques. Donc, ça, Tesla, ben, c'est toute la question de l'environnement, la question du réchauffement climatique. Puis oublions pas une autre chose aussi, c'est que entre l'épisode PayPal, dont je te parlais un petit peu plus tôt, et l'épisode Tesla, il y a eu l'épisode SpaceX. C'est ça qui est curieux. Les voyages Souvent, dans l'espace, c'est ça? C'est ça? Oui, OK. souvent SpaceX dans notre tête est venu après, mais en réalité, il est venu avant. Avant Tesla. J'aurais dit après, moi aussi. C'est ça, je me Oui, serais tu vois, hein, trompé. c'est ça, Ouais. c'est ça. Alors, ici, c'est une histoire assez simple. C'est qu'à un moment donné, il rêve d'aller effectivement dans l'espace. C'est un fantasme. Il a donné une date, hein, en passant pour Mars. C'est 2024. OK. Alors, c'est ça son objectif. Il dit 2024, on va mettre des humains, on va déposer quelques humains sur la planète Mars. Et dans le cas de SpaceX, ça débute en 2002. Si tu avais l'argent, toi, Luc, tu as l'argent, Oui. tu n'as pas de problème financier, tu vaux des millions et des millions. Est-ce que ça t'intéresse aller sur Mars? Non, je te dirais que c'est pas mon premier truc. Moi non plus. Non. Puis je peux pas l'expliquer, là, c'est viscéral. Non, Tu rêves de le faire ou pas, tout comme moi, faire du parachutisme, j'ai zéro intérêt, puis j'ai des amis qui ont adoré ça, qui n'arrêtent pas de me gosser avec ça, puis j'en ferai pas, c'est tout. Tu es obligé de tout faire ce que tout le monde fait. C'est toujours ma question, moi. Je trouve ça fantastique, je vous écœure pas, mais sacrez-moi patience. Oui. Et dans le cas d'Elon Musk, ben, visiblement, en tout cas, et Richard Branson et Jeff Bezos ont un fantasme similaire, n'est-ce pas? Et le président fondateur du Cirque du Soleil aussi. Là, alors, il se passe quelque chose avec l'espace. Mais c'est l'inatteignable. Derrière Oui, ça, c'est la richesse. Puis à un moment donné, tu sais, quand tu te dis, toi, là, si t'es avec ta femme, tes enfants, qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'on voudrait faire à tout le monde? Il y a pas mal d'affaires. Mais eux autres, il y en a moins. Tu comprends-tu? Fait que qu'est-ce qui serait inatteignable, mais qu'on ait moyen de faire? Je ne dis pas que c'est que ça, mais il y a quand même une part de
de ce rêve-là ou de ces dépenses-là ou de ces idées-là qui sont inatteignables pour la 99,9% des gens. Ah, pour le commun des mortels, certainement. Ben oui. Bon, dans chacun des cas, quand ils ont commencé à vendre des billets, la surprise, c'est qu'ils en vendent surprenamment pas mal, à des prix aussi qui sont pas négligeables. Mais dans le cas de SpaceX, alors, ils rêvent d'aller dans l'espace, il a Mhm. besoin de fusées. Et puis là, il fait le tour en Russie dans le temps. C'est comme ça que ça s'est passé. Et ce qu'il constate, c'est que ça coûte cher des fusées et c'est un vol dans l'espace privé. On se comprend, là. C'est que jusqu'à ce moment-là, partout à travers le monde, ces opérations-là, généralement, sont des opérations publiques, hein. C'est de l'argent du public. Ouais. Lorsque dans les années 60, les Américains sont allés sur la Lune, c'est de l'argent public. La NASA, c'est une entreprise publique au sens gouvernemental à bien des égards. Alors, lui trouve qu'on vend ces fusées-là beaucoup trop cher et c'est là qu'il a la drôle d'idée. Vois-tu comment? C'est le muscle ou la nécessité crée le muscle dans ce cas-ci, je pense qu'on dit communément. Ben, il dit pourquoi je ne créerais pas une entreprise qui fabrique justement des fusées. On travaillerait dans le privé, on lancerait des fusées tantôt pour des entreprises de satellites, des entreprises de télécommunications, et à la limite, on pourrait même offrir au gouvernement de sous-traiter ces vols-là dans l'espace et puis d'offrir le service pour moins cher. Et en cours de route, ben, il a évidemment son idée, moi, que je trouve complètement géniale. Et quand tu te mets à y repenser, c'était tellement futuriste. La première fois que je l'ai vu aller, j'en revenais pas, c'est les fusées réutilisables. Oui, bah oui. Alors, tu vois, la fusée part, la fusée revient, elle atterrit, bing, bing. C'est complètement, complètement capoté, oui. Mais Puis, par chance que ces gars-là et ces filles-là qui ont des idées complètement démesurées, déjantées, parce que au total, ça ne marche pas tout le temps, mais c'est ce qui pousse l'avancement et la science. oui, et force est de constater que ben, Tesla, c'est pas si mal. Ben voyons. C'est encore la En tant que référence, je chose. m'excuse, mais Oui. depuis que ça a été lancé, la plus efficace, la plus celle sur laquelle on se fie le plus, puis sans dire la copier, je pense qu'on pourrait quasiment le dire aussi, mais qu'on s'inspire largement, c'est encore la Tesla. Oui, et quand quelqu'un s'achète autour de toi une Tesla, il va t'appeler pour te le dire. C'est le signal qu'il se passe quelque chose de particulier. J'ai pas souvenir de quelqu'un qui me Et dit pourtant, on en voit acheté de plus en plus. Tu sais, c'était une chose qui était... Ford Focus, Ouais. tu devrais venir la voir, c'est extraordinaire. J'ai pas souvenir de ça. Peut-être que je l'ai manqué. Là. Parfois, ma mémoire peut me jouer des tours. Mais alors, il y a l'espace avec SpaceX, puis puisqu'on parle d'espace, il y a Starlink, les satellites. Alors, l'idée d'offrir l'Internet partout, parce que là aussi, pour quiconque a moindrement voyagé à travers le monde, il y a des endroits où il s'enfile, vaut pas cher la livre. Alors, tu es un petit peu coincé. Alors, lui, d'offrir ça, je trouve ça génial. Il a, en passant, tu as peut-être vu dans l'actualité, en Ukraine, offert Oui, ben carrément oui, oui. les antennes, j'allais dire paraboliques. On parlait de Marc Simoneau en début d'entretien. Ça me rappelle les antennes. Que j'ai vu la fameuse antenne de Marc. Hein? Ah oui? Je te rappelle. Oui. Il m'avait fait visiter et montrer tout ça. C'est là que je m'étais aperçu que j'avais devant moi une espèce de complètement un passionné, un fan indéfectible là, de tout ça. Et tu sais que c'est une gloire pour toi, parce qu'il y a bien des gens qui ont aimé M. Simoneau à la radio, parce qu'il a été un monstre de la radio, un compère d'André Arthur longtemps, puis après ça, lui-même a créé son propre personnage à lui, mais le rencontrer, je sais que tu as fait un entretien avec lui, tu es allé chez lui à Beauport, avec Madeleine, j'ai dit Madeleine, mais que tu as vécu quand même, on est assez loin de Elon Musk, là, mais quand même, Luc, c'est quelque chose, là, c'est une chose... Mais on est au premier balbutiement de quelque chose qui ressemble à l'espace, aux antennes paraboliques. Ben oui, on est dedans. Il nous manque Mario Hudon, là, qui était le vendeur. Et dans le temps, oui, je rêvais Mario. d'avoir mon antenne parabolique, Ben soit dit oui. en passant, mais OK. c'était la technique du moment. Oui, c'est ça. Avoir une antenne parabolique dans le temps, c'était le quelque chose. top. Là. Oui. Sans blague, là, c'était un rêve. C'est comme la télécouleur au début, quand il y en a un dans la rue qui l'avait, tout le monde voulait aller voir les petits comiques en couleur parce qu'on était fous. Mais quand il y avait des antennes paraboliques, le bar qui l'avait, cette antenne-là, pour les matchs, mettons, des Nordiques à l'étranger ou du... Oui, à Los Angeles, il y avait-tu du monde? Il remplissait ça ça au bouchon, là? 1h30. Ben oui. Oui, c'était remarquable. Donc, La nouvelle patente, la nouvelle affaire. Oui. Oui, puis je reviens là parce que... Mais je te dirais rapidement que quand j'avais rencontré Madeleine, la conjointe de M. Simoneau, j'avais compris aussi que voici une conjointe, dans les circonstances, qui avait compris à qui elle avait affaire, c'est-à-dire un gars passionné
Au fond, c'est un collectionneur de cartes d'hockey, Marc Simoneau, au sens propre comme au sens figuré, Oui. là. Puis elle avait compris ça, puis c'était son terrain de jeu, puis elle le laissait jouer là-dessus. J'avais eu une belle leçon de vie, Gilles. Je m'arrête là parce que j'aurais tellement de choses à dire sur ce Mais est-ce contact-là que tu as vu ces que machines enregistreuses? Ils enregistraient les matchs de hockey puis ils écoutaient le oui, matin. oui, je les ai vus. Ils étaient un à côté de l'autre. Là, on était dans les tapes, je te précise Oui. aussi. Les VHS? Les VHS ou les bêtas, là, je pourrais pas le jurer sur la Bible, mais je me souviens d'avoir Mhm, vu ça mhm. aussi. Puisqu'on parle de haute technologie, je reviens à Elon Musk. Neuralink, alors qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est son plus capoté. Gilles, tiens-toi bien, là. Alors, Neuralink. oui, Neuralink. Alors, je prends la technologie par exemple, des chips informatiques, des microprocesseurs. Je couple ça au cerveau humain. Vois-tu comment Oh. ça commence à être spécial? Et je pourrais, par exemple, alors c'est comme ça que ça a été vendu au départ, certains problèmes de type neurologique, des paralysies par exemple, qui auraient leur problème ou leur source dans le cerveau, je pourrais aller régler ce type de problème-là. Je ne sais pas, moi, des gens qui souffrent de certaines maladies, en tout cas toujours en lien avec des problèmes neurologiques, de type neurologique, jouer un petit peu avec ça. Ultimement, et c'est là où ça devient de la science-fiction un peu épeurante, tiens-toi bien, roulement de tambour, son rêve, c'est de connecter les humains à quelque chose qui pourrait s'appeler le réseau Internet. Vois-tu un peu le... Alors, c'est pour En ça que fait, là, ça je vois le défi, devient... mais je ne suis pas capable de le mesurer, là. Non, moi non plus. Puis assez rapidement, mais ça peut devenir de la science-fiction. Je te donne un exemple. Ici, je fais de. Je m'amuse. Je veux juste prévenir tout le monde. Là. Je m'amuse. Alors, on pourrait imaginer aussi à un moment donné quelqu'un qui a un problème de cybersécurité qui prendrait le contrôle de ces ordinateurs-là, qui sont en lien avec les cerveaux des humains. Tu me suis toujours? Vois-tu comment ça peut devenir un petit peu cinglé? Et puis là, on pourrait imaginer qu'on leur dit, ben écoutez, littéralement, vous êtes pris en otage sur le plan, dans ce cas-ci, neurologique. J'arrête là, mais j'ai juste pas besoin de forcer fort, puis je vois deux, trois affaires, deux, trois scénarios assez sautés. Et lui, il nous dit, ça est important, sais-tu pourquoi? C'est que l'autre grand défi qui nous guette, et chaque fois qu'il en parle, il en shake. Et tu sens que c'est sérieux dans son cas, c'est l'intelligence artificielle. Il dit on a une chance sur deux que ce soit un désastre. Alors, tu vois le film Terminator dans ta tête? Mhm, mhm. C'est ça qu'il dit. Il dit à un moment donné, là, si les machines sont plus brillantes, ils font le travail plus rapidement que les humains, un bon matin, ils vont se lever en disant mais on n'a pas besoin de ces bipèdes-là. Ces gens-là sont absolument sans intérêt. Ces gens-là retardent le groupe. Alors, on va les éliminer. Alors, lui, il dit, il y a une chance sur deux que ce soit un désastre. Au moment où on se parle, l'intelligence artificielle, c'est à peu près pas circonscrit sur le plan éthique. Hein, c'est un peu comme sur le Ouais. plan génétique, là, tous les croisements qu'on peut faire Oui, actuellement. Là. oui. Et encore là, avec tous les problèmes éthiques que ça peut poser, là, si tu prends des petits bouts d'humains que tu mets dans des bouts Les d'animaux. frontières ne sont pas encore toutes définies, Non, c'est vrai. effectivement. Et il y a des gens qui travaillent très, très fort là-dessus. Bon, etc. Il y a bien, bien des choses qui se font. Alors, lui dit, il y a ce danger-là. Ou Mais bien Luc, ça peut une chose virer est, bien, ça peut virer mal. une chose est sûre. On se garde de dire aujourd'hui, c'est impossible, ça n'arrivera pas, parce qu'on l'a trop dit. On l'a dit dans les années 90, on l'a dit au début des années 2000, je me rappelle, ça fait pas longtemps, là, on n'est pas 15 générations avant, quand on nous disait, bientôt, avec notre téléphone, on va appeler, puis il va y avoir le visuel, on va se parler. Sincèrement, dans les années 80, on se disait, voyons donc, et ça va coûter les yeux de la tête, ça va juste pour les très riches, puis ça. Finalement, tout le monde fait ça avec Messenger. Fait qu'aujourd'hui, c'est ancré, c'est entré, c'est dans nos vies, c'est là, c'est connu, c'est acquis. Mais au départ, quand on nous a parlé de ça, très honnêtement, on avait beaucoup de gens qui étaient dubitatifs, Sceptique, oui. Fait que Il là, y a des sceptiques dans la salle. ben beaucoup, puis avec raison. Fait qu'aujourd'hui, moi, je suis pas capable d'être... De toute façon, mon opinion ne fera pas la différence, là, mais de dire Elon Musk, ce qu'il dit là, lui-même, c'est bien que, tu sais, ce qu'il pense être une problématique, est-ce que ça va se déployer de même? Il ne sait pas vraiment. Lui-même contribue, parce que quand il espère des voitures sans chauffeur, finalement, il est en train d'éliminer le plaisir de conduire pour faire autre chose, dans le fond. Ça devient quelque chose qui est juste un transport de A à B, mais qui n'a plus le plaisir de conduire. Lui-même contribue à ça, d'une certaine façon. Fait que finalement, sans dire qu'il est en contradiction, il peut l'être aussi, mais ça, être là, nous, Luc Dupont et Gilles Parent, puis dire, ouais, là, il va un peu fort, ça se peut pas. Es-tu capable de dire ça? Ça se peut pas? Ben, Difficilement. quand on m'a dit la première fois une voiture sans conducteur,
quand on me dit qu'éventuellement les vannes, les camions là, Oui, les 10 roues, les 22 dépasse, roues. oui, le long, bon, sur la 20 pour prendre un exemple parmi tant d'autres, mais n'auront pas de pilote. Hein. Quand on se met à me parler aussi d'avions ou d'hélicoptères sans pilote, c'est sûr que dans les premiers instants, c'est étrange, mais Gilles, pour ce qui est de la voiture sans pilote, Ça on peut existe. s'entendre pour dire que ça existe. Et puisqu'on parle de voiture, ben, parfois ces interrogations, là, ils commencent à. Alors, il y avait la voiture, il y avait l'espace, puis tu as vu que l'espace a mené des fusées aux satellites. Et dans le cas des voitures, ben, c'est parti des voitures à son autre compagnie qui a un nom vraiment. Moi, je trouve ça tellement comique, la Boring Company. Hein, et c'est Mais venant de lui, ça se peut l'entreprise plus. Hein? plate, la compagnie plate, la compagnie moche. Ouais, Et c'est fort, là. Il n'y a pas grand monde qui pourrait, comme branding, là, ouais. acheter mon produit, il est plate. Hum. C'est fort. Et dans ce cas-ci, ben, c'est les tunnels. Et il dit, ben, ça n'a pas de maudit bon sens. Alors, ici, comment lui vient l'idée? Il dit, je suis pris dans la circulation, je suis au centre-ville. Ça pourrait être à Montréal en passant. Puis des fois, ça pourrait être à Québec aussi Ouais, curieux que ça puisse maintenant, oui. paraître. Ça, c'est un nouveau phénomène aussi. Moi, depuis que je suis parti, ça fait 20 ans maintenant. Cette année, je fête mon Que tu 20e vis dans anniversaire. la région d'Ottawa? Oui, mais ça, là, c'est quelque chose qui n'existait pas quand je suis parti. Je suis absolument convaincu de ça. Mais lui, ce qu'il dit, c'est, mais pourquoi on n'aurait pas des tunnels? Alors, il pense à Vegas, il pense à Los Angeles, il pense à certains autres points clés très chauds là, sur la carte américaine. Et j'ai vu quelque chose qui ressemble à son concept, là, parce qu'il y a déjà des tunnels qui ont été construits. Mais là, c'est drôle, je vais te donner mon petit 50 sous là-dessus, Gilles. Tu es dans ta voiture, donc tu visualises. Tu es dans le tunnel. Le tunnel, il est de la grandeur de la voiture et pas beaucoup plus grand. Là. Je ne sais pas si tu vois un petit peu. Oui, très bien. Et c'est la voiture qui se met en marche seule. On se suit toujours. C'est pas moi qui la conduis, ni toi. C'est pas nous, on met pas de gaz. Là. Non. La voiture se déplace toute seule. C'est drôle, je vais te dire la vérité. Je l'ai vu, le vidéo. Là. J'ai pas aimé ça. C'est bizarre, hein? Je sais pas si tu C'est vois un peu. sûr. Ben écoute, J'ai pas c'est aimé ça. sûr que l'espace restreint, tu peux te faire étouffer. Moi, je pense que la nature humaine va faire que, eh mon Dieu, d'abord, tu ne contrôles pas. Ça nous ramène à quelque chose qui, quand on y pense, nous effraie. Quand on est en avion, puis on met la petite carte, tu sais, on peut écouter des films sur le banc devant nous. OK, parfait, on regarde le petit écran. Puis là, ben, on met carte. OK? On met carte. Puis là, on est avec Air Transat, Air Canada. Puis là, on est rendu à 35 000 pieds. Tu vois, tu sais, quand toutes les données là, sont là. 35 000 pieds, puis là, tu regardes, tu vas à 976 km/h. Tu regardes en avant de l'avion, tu vois rien. Imagine-toi en voiture, là, je fais une image grosse, là, mais tu roules à 976 km/h, tu ne peux pas voir en avant. Mais on le sentira en voiture parce qu'il y a l'attraction terrestre. En avion, on le sent moins. Pense-y comment c'est épeurant. Tu ne sais pas trop, tu ne vois pas en avant, mais tu sais que tu vas à presque 1000 km/h. C'est fréquent quand on y pense. Là. Pourtant, on est Oui, très à l'aise, un petit verre de vin, on relaxe, l'autre dort à côté, on est dans l'avion, bien servi, ça brasse pas ou presque. Tu comprends? Mais dans la voiture, par contre, là, les yeux te montrent. Ceux qui m'entendent et qui ont déjà fait une résonance magnétique vont voir ce que c'est. Quand tu oui, embarques dans le exact. tunnel, je C'est peux très bon. t'annoncer une C'est chose. exactement ça, Gilles. Ton C'est exactement cœur ça. se met à faire poutou, 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 parce que là, le sentiment... Écoute, je l'ai vécu une couple de fois, des résonances magnétiques pour mon dos. Et quand je suis rentré, la première fois, j'ai parlé et j'ai dit, on dirait que vous me rentrez pour mettre le feu parce que je viens de mourir. Je me voyais dans le tunnel, tu comprends-tu? Je me Oui. coucher les bras, je peux plus bouger, là. J'ai les bras sur le long. Mais ils ont beau mettre de la lumière, puis c'est blanc, puis ce que tu veux, je m'en fous. J'avais le nez collé sur le... Tu comprends? Parce que je vois une similitude avec ce que tu exprimes en image. Je vois le tunnel là, collé sur moi. Oui. Alors, tu es Un très bon dépendant. exemple. T'es dépendant, c'est déstabilisant, c'est fréquent. Il ne faut pas dire moins que ça. Il faut que tu t'habitues, il faut que tu respires. Puis la meilleure méthode, c'est de fermer les yeux. Alors, je reviens à l'avion parce que tu ne vois pas en avant, mais le confort est là. Et la voiture, quand tu vois le tunnel, d'après moi, c'est toute la différence. Oui, et tu auras remarqué que dans le cas de la résonance magnétique, ponctuellement, on attend, on arrête en disant, OK, voici une petite pause. Oui, Et puis là, on repart par la suite. Bon, il y oui. a probablement des raisons Ben oui, essentiellement oui, techniques parce qu'on qui voit, expliquent ça, on voit la limite. mais ça fait du bien. À ce moment-là, on dit, oups, OK, là, ça va, on relaxe Oui. un petit peu. Ben, ce que tu décris là, écoute, je trouve l'image est parfaite. C'est ça. C'est ça ce que j'ai ressenti dans ce cas-ci. À la différence près que la pause est loin, parce que la pause, c'est d'un bout du tunnel
jusqu'à l'autre Et j'imagine que ça va très extrémité. vite. J'imagine que ça va très vite, Luc. Ça va très vite. Ça va tellement vite qu'à un moment donné, tu te dis, mais s'il fallait que la voiture perde le contrôle, parce que je te rappelle toujours que tu n'es pas au volant et tu ne détermines pas la vitesse, euh, tout ça ne fait qu'ajouter à l'espèce de sentiment d'incertitude. Et tu donnais l'exemple de l'avion tantôt. C'est pour ça aussi qu'on aime bien regarder un film dans un avion. Hein. Oui. L'espace d'un instant, on est là-dessus. Puis quand on est là-dessus, ben, on n'est pas sur autre chose. De la même manière que quand le vol se met en marche, très rapidement, on te sort les pinottes. C'est pas parce qu'il n'y a personne qui attend les pinottes en disant quand est-ce que les pinottes vont être servis. Vraiment, les pinottes, c'est que l'espace d'un instant, effectivement, hop, tu viens de décrocher. Puis là, t'es ces T'es en petits vacances. peanuts. Une Puis souvent que pseudo-vacances. tu ne mangeras pas d'ailleurs. Il y a toujours quelqu'un dans ta famille qui est responsable des peanuts. Je ne sais pas si c'est chez toi, chez qui. Mais il y a toujours quelqu'un qui dit moi, ça va, c'est correct. Moi, je suis le goûteur. Je suis le goûteur. Prenez-les, je vais les prendre. Prenez-les. Parlant de peanuts, on pourrait parler de Twitter, parce qu'on est Oui, rendu là, parce que c'est des peanuts, quand même, 44 milliards. C'est fou, hein? C'est une démesure. On entend ça, 44 milliards, 44 milliards. Tu sais, c'est fou. On essaie de l'imaginer. Puis lui, c'est pas, même pas le 5e de sa fortune. non, c'est pas grand-chose. Ben, C'est à peu près, oui, non, même pas le. Oui, tu as raison. D'autant plus que je te rappelle qu'il l'a financé à hauteur du 2 tiers. Un tiers, ce sont des investisseurs Mhm. extérieurs. À titre de comparaison, moi, c'est quelque chose qui me renverse. Instagram, tu te souviens, avait La été vendu à bébite de Facebook. Facebook, maintenant. Oui, et c'est un montant qui est très facile à mémoriser. C'était combien dans le temps? Puis on avait dit que Mark Zuckerberg était complètement cinglé de faire ça. Je m'en Il rappelle avait pas. payé. Excuse-moi, je m'en rappelle Tu pas. ne te souviens pas de ça? Alors, Instagram, le site de photos dans le temps, il n'y a pas encore de vidéo de mémoire, 1 milliard. Puis on Un se disait, c'est milliard. fou. C'est fou, fou, C'est fou. fou. YouTube, Google, qui a acheté YouTube, 500 un, millions, je sais pas. non, 1,65 milliard. Alors, je te parle de deux Des vols. grands malades, qu'on disait. Oui, oui, des malades. Ah, de grands malades. Alors, dans ce cas-ci, son premier défi est monétaire. Euh, Quoi que on me dira, bon, quand tu vas autant dessous, c'est peut-être moins grave. L'autre chose, il est personnel. Son autre défi, c'est faire la police, dire qui peut parler et pas parler. En théorie, c'est facile. En pratique, c'est très difficile. Mais il veut même pas le faire. Il veut même pas le faire. C'est un adepte du laisser-aller, laisser-faire. Ouais, je suis convaincu qu'à l'usage, ils vont Mais tu sais pourquoi il fait ça? Moi, j'ai une idée. Oui, On jase, là, on est tous les deux seulement. oui, oui. Luc, pense-y. Si lui, il le fait pas, parce que c'est pas dans son ADN, il va forcer le gouvernement à le faire. C'est ça qui va arriver. Il va se dire que le gouvernement va le faire. Comme quand le gouvernement ne peut pas prendre de décision à Ottawa, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent traîner jusqu'à temps que c'est la Cour qui s'en embarque. Ils laissent faire la Cour suprême ou la Cour supérieure. Ils n'ont pas l'odieux de prendre une décision. Moi, je pense exactement ce que Musk va faire. Ah oui. Il va libéraliser, il va ouvrir. Puis parce que quand il va commencer à avoir des menaces, quand il va avoir des conspirationnistes, pas juste des conspirationnistes, des gens qui lancent des idées dangereuses et qui sont parce qu'on sait l'impact que ça a. Quand on regarde des grands conflits en Afrique, un peu partout dans l'histoire, comment on réussit à prendre le contrôle d'une population, à faire des choses ignobles avec une population? On commence par prendre le contrôle soit de la radio, si on était en 1950, 60, 70, 80, les médias écrits. C'est ça la réalité. Prendre le contrôle. Je ne suis pas en train de dire que Musk va faire ça, mais le contrôle des médias, c'est majeur. Alors, lui, s'il ne veut pas réguler ça, s'il ne veut pas mettre de règles, parce que ce n'est pas dans sa nature, il va forcer le gouvernement à le faire. À mon avis, qu'est-ce que tu en penses? OK. Ouais, moi, tu vois, je me positionnerais complètement À l'autre bord? en opposé. Oui, OK. je crois qu'il ne veut pas le gouvernement parce que ça veut aussi dire que tu vas perdre à certains égards une partie du contrôle. Et c'est pour ça que dans ce que j'appellerais ces travaux d'Astérix, là, ou les travaux d'Hélène, dans ce cas-ci, standardiser les politiques éditoriales, ce qui passe pas, ce qui peut être dit, pas dit, qui peut le faire, ne peut pas le faire. Ça va être pour moi une de ses opérations principales. Et c'est là qu'il va s'apercevoir que à l'usage, il revient, c'est très difficile et qu'il va prêter flanc à la critique parce qu'on est à 2 coins de rue de l'élection de mi-mandat aux États-Unis. C'est probablement une élection historique. Les républicains vont reprendre littéralement le contrôle de l'appareil Oui. politique. Et là, on va initier des enquêtes. Il va y avoir une enquête sur l'Afghanistan. Comment ça s'est passé lorsqu'on a quitté l'Afghanistan? Tu as peut-être encore des images de ça. Ça va faire bientôt 1 an. Moi, c'est des choses. Là, tu te souviens certainement du gars qui est accroché après l'avion puis qui, en décollant au bout d'une trentaine de secondes, on le voit au loin là, qui vient de tomber. Là. Une image absolument horrible. Et tu vas avoir fort probablement une enquête aussi sur le fils de Biden. Alors, ça va faire qu'on va traverser une séquence là, sur le plan politique qui va être très, très chaude. Alors, moi, je crois qu'il va être obligé
de standardiser tout ça. Je te donne Mais deux, vois-tu, trois exemples au juste moment où on là-dessus, se parle. excuse-moi, je vais te redonner la parole, mais c'est parce que tu m'amènes à quelque part en parlant de cette image de l'homme qui est accroché, et plusieurs autres qui sont accrochés après l'avion, qui quittent l'Afghanistan, tout ça. Vois-tu, on a des images, on parle d'un gars, Musk, qui est dans le futur, dans l'inventivité, puis tout ça. On a ça, puis en même temps, tu nous parles d'une image d'Afghanistan qui est premier niveau, des gens qui sont désespérés, comme on voit en Inde, des fois des milliers de jeunes sur les trains accrochés qui se font brûler par les fils électriques, mais qui n'ont plus de place pour aller dans le train. C'est quelque chose de tout à fait barbare et premier niveau. Mais en même temps, tu as des trains TGV qui vont à 400-500 km/h. Tu as la contradiction entre les deux. Mais tu as exactement ça dans ce qui s'en vient, dans ce qu'on vit présentement. C'est-à-dire qu'on a des avancements extraordinaires, mais à la télé, tous les soirs, on voit une guerre, tout ce qu'il y a de plus classique des années 50-60, classique, oui. Pas dans le bon sens du terme, mais tu comprends ce que je veux dire, premier niveau, on regarde ça, puis on dit, mais c'est des morts, puis demain, ça va être encore des morts. On est là, impassible, en disant, faut couper. Tu sais, on a tous l'impression qu'on n'en fait pas assez, on a tous l'impression qu'on voit quelque chose qu'on pensait même plus imaginable, alors qu'à côté de ça, il y a des avancées fantastiques. Tu vois-tu? On a plus que jamais une contradiction. Complet, depuis quelques années, là, on les vit, mais vraiment, ça doit te frapper toi aussi. Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre là comme guerre? Oui, puis au-delà de ça, il y a une grande partie de cette guerre-là qui est retransmise par l'entremise des médias sociaux. Complètement. Qui joue un rôle dramatiquement important. Moi, oui, absolument, des deux côtés, mais surtout positif parce que ça permet de garder, entre autres, les Russes qui sont plus jeunes et qui sont intéressés, informés. Et d'ailleurs, tu parlais de Musk tantôt, il y a beaucoup de compagnies américaines qui créent des adresses pour que les Russes qui se font couper l'Internet puissent retrouver Internet. C'est assez impressionnant. Ça, c'est une chose dont on parle peu, mais c'est assez impressionnant de voir comment il y a des grands de ce monde que l'on critique toujours, Luc, mais qui permettent aux Russes et aux Ukrainiens d'avoir accès à Internet, soit par des satellites ou autres, pour être capables d'être informés. Il le fait. Elon Musk, on parlait des satellites un petit peu plus tôt. Il y a Twilio aussi, une entreprise d'automatisation qui a été contactée par les Ukrainiens en disant, pourriez-vous envoyer massivement des courriels aux Russes pour leur expliquer un peu ce qui se passe. Mais fait qu'on a les deux, tu comprends? Et puisqu'on parle des Russes, Gilles, je te reviens sur la politique éditoriale, la standardisation qui va être nécessaire. Je te rappelle qu'au moment où on se parle, le Kremlin a un compte Twitter. Les talibans ont un compte Twitter. Je savais pas. Alors, comment tu peux... D'un côté, il y a ça, puis de l'autre côté, il y a Trump qui n'est pas là. De deux choses-là, peu importe ce qu'on pense des individus. C'est quoi la règle? C'est quoi la règle? En tout cas, si certains sont là, d'autres devraient être là. Si certains ne sont pas là, d'autres ne devraient pas être là. On suit là-dessus. Alors ça, c'est un travail qui va être énorme, d'autant plus qu'on va être dans une logique de campagne électorale. Je te le rappelle, là, quand il va prendre possession officiellement de ça, parce qu'il va s'écouler quelques mois avant qu'il devienne le vrai patron, le vrai boss de ça, il va devoir ajuster le tir. L'autre truc, en lien avec la nécessité, on parlait de liberté d'expression, et c'est quelque chose, moi, c'est une addition qui m'apparaît absolument significative, qui va sembler très technique là, pour les gens qui sont peut-être moins familiers avec le concept, mais il veut un algorithme ouvert. Alors, l'algorithme ouvert, qu'est-ce que ça signifie? Bien, tu vois les choses, tu vois ce qui se passe. Pourquoi parfois tu t'enfarges dans telle personne et pas dans telle autre? Pourquoi tel discours t'est offert et pas tel autre? Mm-hmm. Ça s'appelle l'algorithme. La réalité, c'est que dans notre vie, dans nos vies, à tout le monde actuellement qui nous écoutons, peu importe ce que vous faites, vous êtes à la merci d'une dizaine d'algorithmes. Celui d'Amazon, celui de Google, celui de Facebook, celui de Twitter, celui de LinkedIn, tu vois le genre? Et lui, ce qu'il dit, c'est il faut que ce soit ouvert pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Alors, si j'employais une image simple, c'est un peu comme si je décidais d'installer une caméra dans la salle de rédaction du journal ou dans le studio de radio. Puis là, je vois ce qui se passe et je comprends pourquoi on parle de tel truc et pas de tel autre. Et choisir de parler ou de ne pas parler de quelque chose, c'est un pouvoir énorme, Gilles. Moi, je pense que c'est un pouvoir plus énorme que décider de parler de quelque chose de telle manière plutôt que de telle autre manière. Quand tu évites quelque chose, c'est une prise de position. Tu viens en fait, on appellerait ça l'intertextualité à l'université, mais c'est le non-dit. Si tu n'en parles pas, c'est que tu prétends que c'est pas important, puis si tu en parles, ben c'est parce que tu prétends, par voie de conséquence, que c'est important. Donc ça, pour moi, c'est une avancée extrêmement importante. Sais-tu quoi? Si on ouvrait l'algorithme aujourd'hui de Twitter, je soupçonne, je te mettrais un lunch au restaurant là-dessus, Gilles, qu'on ferait des découvertes étonnantes sur comment on l'a rafistolé, l'algorithme. Il leur reste quelques mois aux programmeurs pour modifier ça. L'autre chose, c'est le bouton de correction des tweets. Comment tu m'expliques que sur Facebook, tu peux corriger un tweet? Tu peux corriger un tweet, un message, pardon, sur LinkedIn? Sur Facebook comme sur LinkedIn. Tu ne peux pas le faire sur Twitter. Mais c'est ça n'a pas de bon sens. Tant qu'à moi, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Et la langue française étant ce qu'elle est, très compliquée, bien,
vois-tu ta faute d'accord, là? Aïe, 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 qui est étonnante. Mais Là, tu l'as vu au moment où tu si envoies. ça te fatigue, qu'est-ce que tu fais, Luc? Tu le copies, tu l'effaces, tu le refais. Oui, mais là, pendant ce temps-là, il s'est écoulé 3-4 Ben oui, minutes et t'as c'est à ce perdu. moment-là que j'ai eu le plus de réactions de C'est mon ça, tweet. c'est ça. J'ai Ouais. tout perdu ça. Ouais. Et Mais la longueur, il ne parlait pas de longueur de tweet oui, éventuelle? là aussi. Alors, on va faire des tweets qui vont probablement dépasser les 280 caractères. Ça, c'est Au début, c'était quoi? C'était-tu 40 mots? Je me rappelle au c'était début. 140. Oui, 140. puis OK. avant 140, c'était autre chose, mais de mémoire. Mais Puis on a connu 140 longtemps, puis on a doublé après, oui, c'est ça? oui, on a doublé littéralement, c'est ça. Puis des fois, on L'autre en manque truc, pareil. c'est. On manque d'espace pareil, des fois. Oui, oui, moi, oui, une fois de temps en temps, je prendrais 2-3 lignes de plus. Alors, ça aussi, ça va être une addition significative. L'autre truc, c'est la fin des comptes anonymes, les comptes à numéros, Bien, j'espère. qui génèrent, je dirais, 90% des insultes. Et je prétends toujours que devant un ordinateur, un écran d'ordinateur, il y a des gens de 58 livres mouillés qui en pèsent 200. Ah Et ben c'est oui. 200 livres de muscle. Avec les gros sorties. Oui, exact. Parfois aussi, on les rencontre en personne, puis là, on s'aperçoit que je ne comprends pas. C'est comme un lion qui est devenu un minou, mais ça, c'est un autre problème. Alors, ici, ce qu'il a dit plusieurs fois, c'est que ça, là, c'est une tare. Je vais vous laisser parler, mais vous allez dire qui vous êtes. Oui, exact. Alors, jouer à visière levée. Oui, Toi, quand tu prends la parole sur Twitter, je sais qui tu es. oui, oui. Pourquoi quelqu'un qui, anonyme, peut lui répondre puis dire n'importe quoi? Bizarre 42-23, on n'en veut plus de ça. Là. Exact. Moi, j'appelle ça les comptes à numéros. Il y a les entreprises à numéros. Là, je parle des comptes Twitter à numéros. Remarque que l'autre possibilité, quand tu mets 44 milliards de dollars dans une aventure, puis je le sais pourquoi Twitter les laisse aller, les comptes à numéros, je sais pourquoi. On le sait tous pourquoi. C'est que c'est un compte de plus. Puis si ça représente 25, 30, 40% des comptes actifs, c'est de la pub, c'est de l'argent. c'est ça, ça bouge. Ça bouge la boucane. Puis quand tu bouges la boucane, ben, ça donne l'impression que il se passe quelque chose. Alors, moi, je ne serais pas étonné qu'à la fin, il y ait deux Twitter à 2 étages. Alors, il y a l'étage où tu payes et tu n'as pas ça. Ils ne sont pas là. Ils ne peuvent pas faire ça. Et tu as l'étage gratos, qui est l'étage actuel. C'est ce que je crois qu'il va se passer à la fin. Ici, donc, les grands médias iraient plus sur l'étage payant. Oui, certainement. Et je sais qu'au moment où on se parle, déjà ce matin, tu as des entreprises qui sont contactées par des entreprises qui ont plutôt contacté des spécialistes comme ça de médias sociaux en disant qu'est-ce qu'on fait maintenant, puis qu'est-ce qu'on va faire pour la suite des choses. Alors ça, pour moi, ce sera une avancée significative. Est-ce que, Prof Dupont, c'est vrai quand on dit que Elon Musk achète un canard boiteux en Twitter? Oui, il achète un canard boiteux parce que sur le plan publicitaire, la meilleure année, c'est l'année dernière. Ils ont généré à peu près 4,5 milliards de dollars de revenus publicitaires. C'est pas beaucoup, ça? C'est ça, c'est presque rien. TikTok est déjà rendu 2 fois plus important. Okay. Snap est à peu près en fait, légèrement supérieur à Twitter. L'autre qui est en train de prendre une grosse partie du marché dont personne ne parle, c'est Amazon. Alors, si tu fais une recherche sur Amazon, la séquence, la recherche, on parlait d'algorithme tantôt, là, tu l'as l'exemple. Là. Je sais pas, moi, tu cherches, peu importe, je sais pas. Je voyais récemment quelqu'un me dit dentifrice dents blanches. Oui. Tu vois le genre? Oui. Tu tapes ça. Le résultat, ben, ton premier dentifrice en haut a payé. Ah oui, je savais même pas. Je savais pas. Oui, c'est-tu marqué annonce ou commandite? Non, c'est pas marqué. Oh. C'est une suggestion d'Amazon. Si tu dis je veux acheter tel truc, puis on te dit ben ceux qui achètent ceci achètent cela, c'est acheté aussi. Alors, après ça, tu dis je vais être le quatrième, puis je vais être un choix de. Ou je vais être suggéré, je vais être un petit peu plus haut, je vais être un petit peu plus à gauche en haut, un petit peu plus à droite en haut. Tout ça, tous ces espaces-là sont des espaces qui sont vendus. Et l'autre que personne ne voit venir dans le domaine de la publicité et qui joue extrêmement bien ses cartes actuellement, c'est Apple. Apple? Oui. Explique-moi ça vite fait, toi. Oui, parce que les gens qui suivent Apple de loin ces temps-ci disent avec les nouvelles mesures sur le plan éthique d'Apple, quand tu as un nouveau téléphone, tu télécharges les nouvelles applications, on te demande, veux-tu toujours qu'un tel joueur te suive? Je pense à Facebook. Veux-tu toujours que Snapchat puisse savoir qui tu es, où est-ce que tu es ou qui tu es à peu près? Et là, tu as l'option de dire non, je ne veux pas. Et ce qu'on a à l'interne en fonction des applications, c'est que dans certains cas, c'est jusqu'à 80% des gens qui disent que désormais, je ne veux plus être suivi. Et les derniers chiffres de Facebook, la dernière fois qu'ils ont annoncé leurs chiffres, tu te souviendras, recul en bourse le lendemain matin d'à peu près 250 milliards de dollars de valeur en bourse.
c'est que Facebook venait d'annoncer que les nouvelles mesures d'Apple posent problème. Alors là, il y a beaucoup de gens qui ont conclu en m'écoutant que, Apple est contre la pub. Apple veut nous protéger. Apple a nos intérêts à cœur. Ils sont donc bien Et fins. ben oui, et qu'est-ce qu'on ne sait pas? C'est qu'en parallèle, Apple a commencé à vendre la pub. Et encore une fois, surprends-toi à y réfléchir, Gilles. Les endroits où tu peux mettre de la pub. Tu peux mettre de la pub sur les vidéos, sur la nouvelle chaîne vidéo, de vidéos. Mhm. D'ailleurs, les pubs s'en viennent sur Netflix. Je l'annonce officiellement pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas encore réalisé. L'autre truc, il y aura probablement 2 ou 3 forfaits. Le forfait pub, forfait sans pub. Les gens paieront un petit peu moins cher avec le forfait sans pub. C'est aussi possible qu'à un moment donné, tu écoutes Squid Game, tu es rendu au 3e épisode, tu regardes ça en rafale un soir. Peut-être qu'entre le 3e et le 4e épisode, tu auras une publicité. Tu vois un petit peu Est-ce que, Prof Dupont, l'idée de Netflix de permettre la pub est aussi une idée pour contrer ce qui a été beaucoup dit dans les derniers jours, c'est sûr que toi, je t'apprends pas ça, qu'il y a beaucoup de compétiteurs à Netflix qui sont moins chers, puis il y a de plus en plus de gens du public qui disent, là, Netflix à 12, 13, 14 piastres, ça va faire, là. Fait qu'ils peuvent plus monter les prix, donc il faut qu'ils trouvent une façon d'avoir leur plan d'affaires qui marche pareil. Est-ce que c'est une réponse à ça? Tu viens de m'identifier 2 problèmes d'importance. L'inflation, la séquence économique dans laquelle on vit, évidemment, plus de compétition. Alors, tout ça fait que. Et des contenus aussi. Tu sais, tu mets 17 milliards de dollars par année en contenu, mais on ne peut pas dire que tu génères sur le plan de la visibilité, aussi curieux que ça puisse paraître, là, un montant en termes de paire d'yeux là, ou d'heures Ouais. d'écoute, là, aussi important que ce à quoi tu pourrais t'attendre. Alors, comment je vais te le présenter différemment, Gilles. Mettons, je regardais les 30 shows les plus populaires sur le streaming il y a 5 ans. OK? Oui, Sur les 30, tu en avais toujours 15 et plus qui étaient des Netflix. Remarque que tu me diras, pendant longtemps, Netflix était virtuellement le presque tout seul seul, oui. sur ces plateformes-là. Alors, c'est la compétition dont on parlait il y a 2 instants. Et là, je vérifiais récemment, là, au moment où on se parle, c'est 6 sur 30. Oh! Donc, 6 Disney, sur 30 Disney pour fait sa 17 marque et les autres milliards. arrivent, là. Oui, moi, 6 sur 30 pour 17 milliards, je trouve pas ça beaucoup. Je ne sais pas ce Je que suis tu en d'accord. penses. Non, je suis parfaitement d'accord. Ça Je trouve explique pas. exactement les critiques qui fusent, puis la diversité de l'offre. Donc, les grands, les Amazon, les Disney et les autres se positionnent aussi, Crave et plusieurs autres. Oui, c'est ça. Alors, ils n'auront pas le choix, je pense, d'aller dans cette direction-là de la publicité. Puis je reviens sur Apple, je ne veux pas me sauver, mais Fitness, la Fitness Plus, je pense, l'application pour Apple, pour Mhm. s'entraîner, qui est remarquable en passant. Bon, un peu cher, je pense que c'est 12,99 par mois. Je pense que c'est un petit peu cher, mais Apple nous a habitués à ça, mais tu pourrais mettre la pub là-dessus. Tu réalises que soudainement, tu sais qui s'entraîne. Hey, c'est toute une information à posséder, là. Mhm. Je sais qu'ils s'entraînent, donc possiblement que ce sont des gens qui achètent davantage tel type de vêtements, tel type de souliers, qui ont tel type de comportement, qui consomment tel type de produit. Alors tu peux, avec ça, là, puis réfléchis-y là, pour n'importe quoi. Alors, Apple a commencé à vendre la pub. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Les gens pensent que Apple est contre l'industrie de la Non. publicité. Ils Moi, je préparent. te dirais qu'ils sont un petit peu plus filous que ça. Ils sont, en tout cas, ils n'aiment pas beaucoup que Facebook en fasse autant de ce côté-là, mais visiblement, ils commencent à patauger là-dedans. Fait que mes 2 nouveaux joueurs, c'est et Amazon et Apple, que je t'annonce qu'ils vont devenir. Là, si vous aviez le sentiment qu'on a déjà Facebook dans les pattes, là, puis on va bientôt avoir Twitter, est-ce que on va réussir à se débarrasser de ces gens-là? C'est juste le début. Donc, pub, moi je t'annonce aussi qu'il va y avoir de la pub sur Twitter. Elon Musk dit qu'il n'y en aura pas en passant, je te rappelle, mais moi je dis qu'il va en avoir. Alors on verra qui va gagner. Remarque, je ne vaux pas 44 milliards de dollars. C'est pas moi qui va prendre la décision finale, mais moi je pense qu'il va en avoir à la fin, d'une manière ou d'une autre, là, en fonction du forfait ou des forfaits qu'on offrira. L'autre truc, je l'entendais dire en entrevue, Gilles, on lui demandait c'est comment ça que Twitter n'est pas aussi fort qu'Instagram? Comment ça que Twitter ne génère pas le même engouement que TikTok? Et sa réponse, c'est parce que visuellement, les images, les vidéos, c'est pas assez fort. Alors, haute prédiction, avec le temps, ça risque de ressembler de plus en plus, Twitter, je parle, de plus en plus à quelque chose qui pourrait s'appeler Instagram ou, OK. euh, ou- ou Il va TikTok. visuellement pousser les possibilités plus loin. Oui, c'est ce que je dois conclure en tout cas de ces déclarations-là. La liste que je te fais actuellement, là, c'est très simple. Je me suis tapé ces déclarations en lien avec Twitter. Il y a certains articles aussi qui l'ont fait très très bien depuis son achat hier.
Récemment, en fait, je devrais dire. Mais alors, c'est l'algorithme, c'est le bouton pour corriger les tweets, c'est la fin des comptes anonymes, c'est effectivement la possibilité d'utiliser plus de 280 caractères, c'est la politique éditoriale qui va devoir être standardisée, assurément, c'est la publicité, c'est la présence du visuel. Et je te donne le dernier, c'est certains services qui vont devenir payants. Alors, je te donne un exemple parmi tant d'autres. Moi, j'ai une infolettre qui Oui. s'appelle l'infolette marketing de Luc Dupont, dans laquelle chaque semaine, je te fais le suivi, le résumé de tous les articles incontournables sur la publicité, le marketing, la commandite, la communication. J'utilise une plateforme ou une interface qui s'appelle Revue, R-E-V-U-E. Pourquoi je le mentionne? C'est que s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont des PME, et je sais qu'il y en a beaucoup par expérience parce que je vous rencontre avant ou après mes conférences régulièrement. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on me parle toujours de toi, Gilles, en passant. Oui. Je le rappelle. Et ça n'arrête pas. Alors, ce que je dis à ces gens-là qui nous écoutent, c'est vous avez une infolette, en fait, une interface ou une plateforme qui permet de construire cette infolette-là de façon très, très simple. N'importe quel idiot peut faire ça. La preuve, c'est que je suis capable de le faire. Et cette infolette-là, qui s'appelle Revue, donc cet outil-là, R-E-V-U-E, newsletter, donc si vous la cherchez, que vous pouvez mettre en français sans aucun problème, tout ça est possible. Au moment où on se parle, alors elle a été récemment achetée par Twitter, ce qui est un coup de génie. Vous la mettez en lien avec votre site Twitter, ce qui est un autre coup de génie. Mais cette interface-là, elle est gratuite. Alors, je pense Ça ne durera pas. qu'éventuellement, ça Oui. va être payant. Puis si demain matin, Twitter me disait, sais-tu quoi, Luc? C'est 5 par mois. Tu vas payer. Je le payerais. De la même façon qu'à un moment donné, Apple m'a dit, ben pour tes photos, là, je pense que c'est 1,99 $ pour avoir un petit peu plus d'espace photo là, sur le cloud. Je me suis dit, je vais le payer. Je ne le vois pas, le 1,99 $ passer. Là. À chaque mois, là, je le vois pas, j'y pense pas. Là. Non. Alors, je pense que dans ce cas-ci, on va faire le même genre de truc. On va vendre des trucs à la pièce. Parce que, somme toute, je sais peu de choses des gens qui sont sur mon compte Twitter. Et si Twitter me disait, veux-tu avoir plus d'infos? Ça va coûter des sous. Peut-être que je serais intéressé à payer des sous de ce côté-là. Prof Dupont, merci beaucoup. Ça a été agréable en tabarouette. Quel beau tour de piste. Merci. Salut, à bientôt. Bye.